Bonjour à tous, bienvenue sur Psychobrio, la chaîne où je parle des relations entre personnes au niveau psychologique. Avant de commencer, si vous ne l'avez pas déjà fait, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton d'abonnement ci-dessous. Aussi, n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification. Cela vous informera à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Ainsi, vous ne manquerez de rien. Cette vidéo est la troisième et dernière partie de ma série sur l'hypergamie. Donc, jusqu'à présent, on a vu qu'est-ce que c'est que l'hypergamie, c'est-à-dire la pratique qui consiste à se marier ou en tout cas à entretenir une sorte de relation avec une personne qui est d'un statut social, économique, éducatif ou plus élevé que soi-même. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qu'on pense qui est meilleur que nous ou en tout cas quelqu'un dont on peut profiter de la personne, des connaissances, etc. Ça va nous faire du bien. Donc, j'ai donné différents cas. La première partie, je parlais de l'hypergamie en ce qui concerne les femmes, parce que c'est souvent plus les femmes qui sont concernées par l'hypergamie. Mais bien sûr, il n'y a pas que les femmes. Et ça, je l'ai souligné dans la deuxième partie. J'ai donné des tas d'exemples d'hommes qui pratiquaient une forme d'hypergamie. Et ce n'était pas nécessairement au niveau de l'argent. Dans cette vidéo, nous allons parler des inconvénients de l'hypergamie. Parce que comme vous le savez, tout n'est pas toujours rose bonbon. Donc, on va voir 5 points qui soulignent les inconvénients de l'hypergamie. Donc, je vais parler de 6 points qui montrent les inconvénients de l'hypergamie. Le point numéro 1, c'est l'augmentation de la pression et des attentes. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, l'hypergamie peut créer des attentes et des pressions plus élevées sur les deux partenaires. La personne à la recherche d'un partenaire de statut supérieur peut ressentir le besoin de maintenir un certain style de vie ou un certain statut social, ce qui peut entraîner du stress et de l'anxiété. De même, le partenaire de statut supérieur peut se sentir obligé de répondre aux attentes placées en lui et de maintenir sa supériorité perçue. Prenons un exemple. On sait que je sais pas si c'était le prince ou le roi de Monaco, c'est ça, le prince, il n'y a pas de roi en Monaco, c'est juste des princes. Donc le prince Régnier III de Monaco en 1956 a épousé l'actrice Grace Kelly. Donc elle est devenue princesse Grace de Monaco. Et ce mariage a élevé la princesse, en tout cas a élevé Grace de Monaco, à un statut social significativement plus élevé. Donc, quels étaient les inconvénients de ce mariage? Eh bien, ce mariage, c'est que Grace, elle n'est pas née princesse, donc elle n'avait pas le protocole. Elle n'est pas née avec ça. Elle devait apprendre. Et ce n'est pas facile parce que toutes les caméras sont sur vous tout le temps et vous ne pouvez pas faire d'erreur. La moindre erreur, c'est dans la première page des journaux. Par exemple, il y a une manière de monter dans une voiture. Il y a une manière de manger. Il y a une manière de tenir un couteau. Et il y a une manière de s'asseoir. Il y a une manière de tout faire. Tout est réglementé. Et ça, c'est l'un des inconvénients pour une femme. Bon, ici, je dis une femme, mais ça peut aussi être un homme. Ça va être l'un des inconvénients pour une personne qui est dans l'hypergamie, qui s'associe, en tout cas par voie du mariage, à une personne d'un statut social plus élevé. C'est-à-dire que vous ne pouvez plus parler comme si vous étiez dans un ghetto. Vous ne vous habillez plus à la wash-wash. Vous, vous devez être au niveau de l'autre personne. Donc, vous devez apprendre les codes pour être au niveau de l'autre personne, pour ne pas faire honte à cette autre personne et aussi ne pas vous faire honte à vous-même non plus. Maintenant, l'inconvénient pour l'autre personne, par exemple pour le prince Régnier III de Monaco, c'était il faut qu'il maintienne son statut élevé. Et c'est pas facile parce que Monaco ne produit rien. Monaco n'a pas de gaz, n'a pas de pétrole. Monaco, c'est un tout petit bout de pays et ça n'a pas beaucoup d'agriculture, etc. Donc, il faut qu'ils trouvent un moyen de faire venir l'argent dans le pays. Eux, ils ont trouvé les casinos et tout ça. Ils ont profité du fait qu'ils ont des belles plages et ils ont réussi à marketer tout ça. Donc, lui, son but, c'était de maintenir le niveau monétaire élevé qu'ils avaient. Et elle, son but, c'était de, comment dire, de, de se transformer de façon à, à aller de l'avant et à, on dit en anglais to fit, c'est-à-dire s'adapter. Elle devait s'adapter à sa nouvelle situation. C'était plus une actrice qui faisait ce qu'elle voulait. Non, maintenant, c'était une princesse qui devait montrer l'exemple et qui devait
incarner ce qu'était la majesté, ce qu'était ce qu'il y a de plus raffiné au monde. Voilà, ça a l'air facile quand on les voit à la télé, mais ce n'est pas facile quand ça devient votre vie de tous les jours. C'est-à-dire que elle ne peut plus, comme elle faisait avant, sortir le matin, aller courir au parc. Une princesse ne fait pas ça. Vous voyez jamais princesse Catherine faire ça. Donc il y a beaucoup de limitations dans sa vie. C'est vrai qu'elle a beaucoup de, comment on appelle ça, d'avantages matériels, mais il y a aussi beaucoup de limitations dans ses libertés. Donc ça, c'est l'une des désavantages de l'hypergamie. C'est-à-dire que il faut s'adapter à un tout nouveau protocole. Et l'autre personne, la personne qui est d'un niveau social élevé, eh bien, il faut qu'il maintienne ce niveau social élevé. Et ce n'est pas facile parce que la compétition est féroce au niveau économique partout dans le monde. Maintenant, le deuxième désavantage, c'est le déséquilibre du pouvoir. Il y a un déséquilibre dans les rapports de force. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, dans une relation hypergame, il peut y avoir des déséquilibres de pouvoir inhérents en raison des différents statuts économiques, social, éducatifs, etc., etc. Cela peut entraîner des disparités dans la prise de décision, le contrôle des ressources et l'influence au sein de la relation. Ces déséquilibres de pouvoir peuvent faire en sorte qu'un partenaire se sente subordonné, ce qui peut conduire à une dynamique malsaine. Comment est-ce que cela peut s'appliquer dans la vie de tous les jours? Prenons encore une fois le cas de la princesse Grace de Monaco. Le déséquilibre de pouvoir, c'est maintenant elle a épousé un roi. Enfin, non, c'était pas un roi, il n'y a pas de roi à Monaco, il faut que je me répète. C'était un prince. Elle a épousé le prince régnant du pays. Donc déjà, là, il y a déjà un déséquilibre de pouvoir. Comme j'ai dit, ses libertés sont limitées. C'est le prince, c'est son mari maintenant qui prend les décisions les plus ultimes, la décision finale en fait, dans leur mariage. Par exemple, où est-ce qu'ils vont habiter? Elle ne peut pas choisir. Si elle veut avoir une mention, c'est ça qu'on dit en français, a mention, une mention, disons une mention en Californie, elle peut pas. Si son mari dit non, il dit non. Et puis son mari, il peut pas parce que il peut pas s'installer là-bas parce que il dirige un pays. Vous ne pouvez pas diriger un pays à distance. Vous savez, donc il y a un déséquilibre de pouvoir. Donc si quelqu'un, par exemple, épouse un PDG d'une compagnie, euh, c'est le PDG qui va décider éventuellement où est-ce qu'ils vont habiter. C'est le PDG qui va décider beaucoup de choses, l'éducation des enfants, etc. Donc, il y a un déséquilibre de pouvoir. Donc, la personne qui signe pour le mariage, ce sont des choses qu'elle connaît. Elle ne peut pas dire que, oh, je ne savais pas. Ce sont des choses qui sont flagrantes. Et ce sont aussi des choses dont il faut discuter profondément pour voir s'il y a moyen où vous pouvez faire des compromis ici et là. Voilà. Bon, il y a des déséquilibres de pouvoir dans différentes directions de la vie, mais ça, c'est juste des exemples pour vous montrer le rapport de force n'est pas équilibré. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose de mauvais, hein, parce que Grace Kelly, quand elle était actrice, vous savez, les actrices, c'est difficile de trouver du boulot tout le temps. Et spécialement quand elles vieillissent, elles sont vite remplacées par une jolie petite jeunesse 20 ans plus jeune qu'elles, hein. Et après, elles se retrouvent, elles galèrent. C'est pas toutes qui ont la chance de Meryl Streep de encore faire des films à grand succès ici et là. Beaucoup d'actrices, comme les actrices que vous avez vues dans le film Thelma et Louise, elles ont disparu, on les voit plus, hein. Je me rappelle plus comment elle s'appelle. Il y avait une que j'aimais beaucoup, qui était très très talentueuse, mais on la voit plus. Pourquoi? Parce que maintenant, elles sont vieilles. Je suis désolée, mais ça se passe comme ça à Hollywood. Donc, et puis l'argent qu'elles ont, c'est pas de l'argent qui va durer éternellement. Par exemple, quelqu'un qui gagne, je sais pas moi, 10 millions pour un film, c'est pas possible que les 10 millions vont durer toute sa vie. Il faut toujours qu'elle travaille pour faire prospérer cet argent, euh, multiplier cet argent, etc. Autrement, elle va les perdre. Regardez Gwyneth Paltrow, elle crée des tas d'entreprises pour que l'argent continue. Et c'est, elle a passé l'âge que Hollywood aime vraiment les actrices, enfin, donne du boulot aux actrices. Elle a eu de la chance parce qu'elle a eu le Iron Man, mais maintenant, faire un autre film, ça va pas être, c'est pas dit qu'elle va pas faire d'autres films, elle va faire d'autres films, bien sûr, mais ça va pas être au même, comment dire, la même saccade que vous n'allez pas la voir chaque année faire deux, trois films, parce qu'elle est très vite remplacée par une autre jeune beauté
qui va prendre sa place en fait. Donc là, c'est le déséquilibre du pouvoir. L'homme, enfin l'homme, dans le cas de Princesse Grace, son mari, c'est lui qui prend les décisions finales parce que c'est lui qui a les moyens financiers, c'est lui qui a l'autorité, etc., etc. Ça, c'est l'un des avantages de l'hypergamie. Enfin, ça dépend des avantages, avantages. Il y a beaucoup de femmes qui sont assez intelligentes pour choisir un homme qui est équilibré, qui va tenir en compte leurs besoins. Le point numéro 3, c'est la possibilité de rencontre avec d'autres personnes devient limitée. Qu'est-ce que je veux dire par là? Eh bien, s'engager dans l'hypergamie peut restreindre considérablement les possibilités de rencontre pour les personnes à la recherche de partenaires de statut supérieur. Cette limitation peut découler des cercles sociaux, des normes culturelles, etc., etc. Parce qu'en se concentrant principalement sur le statut, certains partenaires potentiels qui pourraient posséder d'autres qualités peuvent être négligés, ce qui conduit à des occasions manquées de relations épanouissantes et significatives. Par exemple, une personne qui veut se marier seulement avec un homme riche, qui est obsédé par ça, je ne veux qu'un homme riche, eh bien, elle peut négliger d'autres personnes qui ne sont peut-être pas aussi riches, mais qui ont aussi d'autres qualités intéressantes. Par exemple, il y a quelqu'un qui va être un excellent père, mais il n'est pas millionnaire. Ou il y a quelqu'un d'autre qui est, on dit hard worker, qui travaille très dur. Enfin, il y a des tas de gens qui ont des tas de qualités, mais qui ne vont pas peut-être correspondre à cette particularité que l'hypergame, la personne hypergame veut. Donc, ce sont des gens qui ferment leur porte, qui ferment la porte à d'autres possibilités, parce qu'ils sont juste focalisés sur une seule possibilité. Le point numéro 4, ce sont les motivations superficielles. Motivation superficielle. Donc, l'hypergamie peut parfois être motivée par des motivations superficielles telles que le gain matériel, le statut social ou l'accès aux ressources. Lorsque la motivation principale d'une relation est basée sur ces facteurs externes, le fondement de la relation peut être faible, manquant de liens émotionnels profonds et de compatibilité. Cela peut augmenter la probabilité d'insatisfaction et d'instabilité relationnelle. On voit cet exemple dans le film Malcolm X. Si vous avez déjà eu l'occasion de voir ce film, il y a une scène où l'ancienne petite amie de Malcolm X, une blonde aux yeux bleus, elle n'est intéressée que par l'argent. Donc, bon, elle quitte Malcolm parce que bon, il n'a pas assez d'argent, etc. Et elle se trouve un vieillard qui est riche. Et elle épouse ce vieillard. Mais il n'y a pas d'amour. Elle le regarde avec dégoût. Dans le film, il le montre vraiment bien. Elle est avec lui juste pour l'argent. Donc, il y a une scène où elle lui apporte un plat, mais c'est comme si elle apportait un plat à un monstre. Elle porte le plat le plus loin possible de l'homme. Mais pourtant, c'était son mari. Donc, la motivation de cette femme n'était que superficielle. Elle n'aimait pas vraiment cet homme. Elle aimait son argent. Mais l'homme, la personne de l'homme, son physique, etc., l'a dégoûtée profondément. Elle est amoureuse de l'argent, pas de l'homme. Et on voit ça souvent avec les femmes qui épousent souvent des hommes qui sont très très vieux, assez vieux pour être leur grand-père. Regardez, bon, je ne connais pas vraiment le nom, mais les... Comment on appelle ça? Il y avait une femme, Anna Nicole Smith, peut-être? Enfin, ce genre de femmes, elles vont épouser des gens juste pour leur argent. Il y avait ce qu'on appelle la magnat du pétrole, au Texas. C'est un film, hein, ok. Il avait épousé une femme, une jeune, belle femme, juste pour sa beauté. Et elle l'avait épousé juste pour son argent. Donc, la motivation était superficielle. L'amour n'était pas là. Ils ne s'aimaient pas vraiment. Donc, ça, c'est un point très important parce que ça peut influencer énormément votre joie intérieure, votre joie de vivre. Vous n'avez plus la joie de vivre si vous vivez avec quelqu'un que vous n'aimez pas. Vous êtes là juste pour l'argent, les bijoux, les chaussures, le sac Chanel, etc. Mais vous supportez pas votre époux. Enfin, c'est pas quelque chose à négliger. Il faut vraiment penser à ça si c'est ça qui vous motive. Le point numéro 5,
la stigmatisation sociale et aussi le jugement. Les relations hypergames peuvent attirer la stigmatisation sociale, la critique et le jugement des autres. Les normes et les attentes de la société désapprouvent souvent les relations perçues comme étant uniquement motivées par des différences de statut ou de richesse. Cela peut conduire à l'isolement social, à une dynamique familiale tendue et aussi à un manque de soutien pour le couple. Donc, cela ajoute du stress à une situation qui est déjà difficile. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire que les gens, souvent, dans leur tête, ils voient ce qui se passe. Ils voient que cette belle jeune femme de 20 ans a épousé ce vieillard de 80 ans pour l'argent. Et donc, ils commencent à critiquer, à parler, à montrer du doigt. Devant la fille, c'est peut-être un sourire, mais derrière, c'est ah, vraiment, cette fille, c'est une gold digger, etc. Et elle a du mal à se faire des vrais amis. Elle a du mal à avoir des relations sincères avec les autres personnes parce que les autres personnes désapprouvent ce qu'elle a fait. Qu'est-ce que moi je dis à ce genre de femme? Ça dépend. Si ce que vous avez fait, ben, vous l'avez fait en étant pleinement conscience des hauts et des bas, des avantages et des inconvénients, et que les autres, bon, ils disent ce qu'ils ont dit, ben, tant pis pour eux. Vous, si vous êtes heureuse dans la manière dont vous vivez, ben, continuez et essayez de vous focaliser sur le côté positif. Se focaliser sur le côté négatif, ça ne va rien rajouter de positif à votre vie. Essayez de vous focaliser sur les côtés positifs. Et les autres, si vous maltraitent comme ça, ben, ce ne sont pas vos amis, ça ne vaut pas la peine de traîner avec eux. Voilà. Donc, il y a une stigmatisation sociale. Et aussi, il y a des jugements qui seront portés contre vous. Enfin, le point numéro 6, ce sont les attentes irréalistes et les insatisfactions. L'hypergamie peut contribuer au développement d'attentes irréalistes au sujet des relations. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que l'accent mis sur le statut et les facteurs externes peut éclipser des qualités importantes telles que la compatibilité, les valeurs partagées et la connexion émotionnelle. En conséquence, les personnes impliquées peuvent se retrouver dans des relations qui ne répondent pas à leurs besoins émotionnels, ce qui entraîne une insatisfaction et une rupture potentielle de la relation. On a vu ça dans le cas de la princesse Grace, de Grace Kelly de Monaco, et son mari, le prince Régnier. Quand vous étudiez leur histoire, vers la fin de la vie de la princesse, elle ne s'entendait pas du tout avec son mari. C'était lui, il continuait de commettre l'adultère et elle en a eu tellement marre que ben, elle aussi, elle s'est dit, ça sert à rien que je lui sois fidèle. Moi aussi, je vais avoir mes petits copains ici à droite et à gauche. Et c'était une relation tendue parce qu'ils ne se sont pas mariés pour les bonnes raisons. Peut-être qu'elle, au début, elle était amoureuse de lui. Souvent, c'est ce qui se passe. Hein. La femme croit au prince charmant. Regardez ce qui s'est passé avec la princesse Diana. La femme croit au prince charmant, alors que l'homme, lui, il a d'autres attentes. Soit il veut des enfants, de préférence des enfants qui sont beaux, avec un nouveau sang, parce que vous savez, les royaux, souvent, leur sang est teinté. Ils sont génétiquement trop proches, donc c'est mieux pour eux de prendre quelqu'un qui est complètement de l'extérieur de leur cercle. Et enfin, l'homme, il a toutes sortes d'attentes. Et la femme, elle a toutes sortes d'attentes. Et ces attentes ne se croisent pas, ne se correspondent pas. Et ça fait que le mariage, en tout cas, il n'y a pas de joie dans ce mariage. Il n'y a pas de compatibilité entre les deux. L'homme, lui, tout ce qu'il veut, c'est une beauté qui peut lui faire des enfants. Et la femme, elle croit au prince charmant. Donc, ça ne marche pas. Donc, il y a une déception de la part des deux et ça se traduit par des mariages tendus, par l'adultère, beaucoup d'adultère dans ce genre de mariage, et aussi les ragots, la dépression, le stress, et tous des trucs comme ça. Donc, il est crucial de savoir que ces inconvénients ne sont pas inhérents à l'hypergamie elle-même. Elles peuvent survenir en fonction des individus impliqués, de leur motivation et de la dynamique au sein de la relation. Il est important d'aborder les relations avec authenticité, respect et en mettant l'accent sur l'établissement de liens significatifs plutôt que de rechercher uniquement un statut ou des ressources externelles. Moi, je connais une dame qui venait d'un pays très pauvre et pour sortir de la pauvreté, ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a passé une annonce dans, je ne sais pas si c'était le journaux, Internet ou whatever,
et elle a rencontré à travers ses annonces un homme qui, lui, vient d'un pays riche. Et bon, pour faire une courte histoire, ils ont fini par se marier. Donc, cette femme, elle s'est retrouvée dans un pays complètement étranger, avec un homme qu'elle connaissait à peine, et qui avait des attentes qui étaient bien à lui. Mais elle a décidé, bon, il faut aussi dire que l'homme que cette femme a épousé, c'était un homme qui était gentil. C'était pas un abuseur, ou c'est vraiment le gars, il voulait une famille. Et il voulait prendre soin de sa femme, et il avait un très bon boulot. Ils ont acheté une maison dans la campagne, une très grande maison, et enfin, c'était un bon père de famille, hein. Donc, la femme et l'homme ont joué le jeu. Et elle voulait quoi? J'ai dit, elle voulait sortir de la pauvreté, mais bon, bah, elle voulait aussi créer une famille. C'est pas je sors de la pauvreté, il m'épouse et après je me barre. Non, elle est sortie de la pauvreté, le gars l'a épousée, elle est restée dans la famille. Elle a eu quelques enfants, de très très beaux enfants, et jusqu'à maintenant, 20 ans plus tard, ils sont encore mariés. Tous les deux ont joué le jeu. Donc l'hypergamie, ça n'est pas que négatif. Pour que ça marche, il faut que tous les deux jouent le jeu. Tous les deux soient en accord. Tous les deux voulaient construire une vie de famille heureuse et aussi normale que possible. Et dans leur cas, ça a marché. On a parlé de la princesse Grace, Kelly de Monaco, ou l'hypergamie. En apparence de l'extérieur, ça marchait, mais parce que tous les deux ne jouaient pas le jeu, ils avaient vraiment des attentes conflictuelles. Derrière les portes fermées, ça ne marchait pas. Donc, avant de vous lancer dans l'hypergamie, ici je parle beaucoup de mariage, mais ça peut être au niveau business, etc. Il faut vraiment discuter avec la personne. Il faut peser le pour et le contre. Il faut faire, voilà ce que moi j'accepte et voilà ce que moi je ne tolère pas. Voilà mes attentes et voilà ce qui va me décevoir. Chacun doit savoir. C'est comme le mariage, dans toutes sortes de mariages, si vous voulez vous unir avec quelqu'un, ce sont des discussions qu'il faut avoir. Voilà. Donc, quel est le bon équilibre à avoir au sujet de l'hypergamie? Eh bien, ça, j'en parlerai dans ma prochaine vidéo. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner. En tout cas, assurez-vous que vous êtes abonné parce que de temps en temps, YouTube enlève les abonnements. Et cliquez sur la cloche de notification. Comme ça, vous serez informé à chaque fois que je télécharge une nouvelle vidéo. Et surtout, n'oubliez pas d'appuyer sur la touche like. Comme ça alerte YouTube que ils peuvent me supporter dans mes vidéos, aider d'autres gens à voir plus de mes vidéos et ça va les aider parce que je parle de sujets psychologiques que beaucoup de gens rencontrent dans leur vie et c'est utile pour eux. Merci beaucoup et on se verra lors de ma prochaine vidéo sur l'hypergamie. Ce sera la 4e et dernière partie. Merci et à bientôt.